Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut attaquer le cryptosystème RSA. Alors attaquer, on a vu que l'une des attaques qui serait dévastatrice, c'est si on arrivait à factoriser le module public N, qu'on arrivait à retrouver P et Q, là on a complètement cassé le schéma. Mais attaquer, ça ne veut pas forcément dire résoudre le problème difficile qu'il y a dessous. On va voir que l'utilisation qui est faite de RSA implique des faiblesses qui vont être exploitées pour pouvoir déchiffrer un message ou bien des erreurs d'utilisation qui font qu'on peut retrouver la clé privée. Alors RSA, je rappelle rapidement comment ça fonctionne. On sait que c'est un algorithme qui est lent parce qu'il fait de l'exponentiation modulaire. Comparé aux algorithmes de chiffrement symétrique, on a vu l'AES et le DES qui sont très rapides, où on fait juste des permutations, des XOR, où on lit dans une table. Ici, c'est plus compliqué. Ici, on fait une exponentiation modulaire, c'est-à-dire qu'on va prendre un élément X, qui peut être notre message à chiffrer, on l'élève à la puissance E, qui est publique, et on réduit modulo n pour avoir le message chiffré. Donc retrouver X à partir de X puissance E, ça c'est un problème difficile. E est connu, N est connu, mais si on connaît la trappe, si on connaît la factorisation de N, donc le produit P fois Q qui donne N, et bien là, on peut facilement retrouver le message de départ X en élevant XE à la puissance D, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et puis on retombe sur nos pattes parce que E et D ont été choisis de telle manière à ce que X puissance E puissance D nous redonne X. Alors pour pouvoir calculer cette exponentiation modulaire, on a besoin de l'algorithme de square and multiply, qu'on a vu ensemble. On décompose en base 2 le nombre E, donc on écrit E sous une suite de 0 et de 1, et puis on déroule l'algorithme. Si on a un 1, on fait un square et un multiply, et si on a un E, un 0, pardon, on fait que un square. Rappelez de ça, square quand j'ai 0, square et multiply quand j'ai 1. Donc si on note E avec deux barres verticales, la taille de E en bits, H de E, le poids de Hamming de E, eh bien on aura toujours un square, donc on aura taille de E square, et on aura un multiply que si on a un 1. D'accord? Le lien entre la taille de E et le multiply, c'est le poids de Hamming de E, autant de 1 que de multiply. Donc ça veut dire qu'on aura en gros E plus H de E multiplication, en moyenne 3 demi de E opération. D'accord? Si on a un 1 une fois sur 2. Donc ce qu'on peut faire, c'est choisir E, parce que E, on est libre de le choisir, il faut juste qu'il soit premier avec P-1, Q-1, mais on a le choix. C'est l'utilisateur qui va dévoiler sa clé publique qui choisit ce E. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un E qui entraîne un chiffrement qui soit rapide. Donc on va prendre un E dans lequel il n'y a pas beaucoup de 1, parce que plus il y a de 1, plus c'est lourd à mettre en place, puisqu'on doit faire un square et un multiply. Donc ce qu'on peut faire, quand on a le choix de la liberté de ce E, c'est prendre un E avec un poids de Hamming qui est faible. Poids de Hamming, ça veut dire que le nombre de 1 dans sa décomposition en base 2 soit petit. Donc il y a des normes, des valeurs qui sont conseillées, par exemple PKCS1 qui conseille de prendre E sous cette forme-là, 3 fois 2 puissance 1 plus 1, X509 de PKCS1 qui conseille de prendre E de cette forme-là. Tout ça pour comprendre que E, dans cette décomposition-là en base 2, il aura beaucoup de 0 et peu de 1. L'avantage, c'est que le square sera fait à chaque fois, mais le multiply sera fait que quand il y a un 1, donc peu de fois pour ces valeurs-là de E. Alors ça, ce sera très souvent premier avec P-1, Q-1, parce que pour ne pas être premier avec P-1, Q-1, il faut être un multiple de P ou de Q, et comme on a des nombres qui sont très grands, c'est très peu probable. On peut gagner en temps un facteur qui est de l'ordre de 4, donc ce qui est assez important. Donc on disait casser RSA c'est factoriser N, c'est une équivalence, mais l'utilisation de RSA peut être cassée dans d'autres cas. Donc là on va prendre N plus grand que 768, puisqu'on a vu que les records de factorisation étaient pour un N qui est un produit d'environ 760 bits, donc si on prend plus grand, pour l'instant l'attaquant ne sera pas capable de factoriser. Alors sachant qu'on ne peut pas factoriser des nombres, est-ce que on peut garantir la sécurité de RSA? Alors oui, en tant qu'algorithme, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de casser RSA directement comme ça, de factoriser P et Q à partir de N si P et Q sont grands, enfin si N est grand. Mais une fois que c'est mis en pratique, une fois que c'est utilisé, il y a le facteur humain, et on va voir qu'il y a plein de choses qui font que dans l'utilisation, on peut réussir à
déchiffrer ou même à retrouver un des deux facteurs premiers. Ça dépend du choix de ces facteurs-là. Alors, première attaque, en fait, on en verra d'autres en exercice par la suite, c'est l'attaque à module commun. Donc admettons qu'on donne le même module à plusieurs personnes. Donc on est au sein d'une entreprise, c'est un peu lourd de choisir deux nombres premiers PQ, donc on va dire on choisit les mêmes pour tout le monde. On choisit n commun à tout le monde, donc tous les gens de l'entreprise vont pouvoir utiliser ce n là. Et on choisit par contre des EI et des DI différents. D'accord? Et l'utilisateur qui va recevoir un message chiffré, mais il connaîtra le DI, donc il sera capable de retrouver le message de départ, le M. Par contre, deux utilisateurs auront des E1 et D1 distincts. Ok, vous comprenez le scénario, tout le monde a le même M, tout le monde a des EI et des DI distincts. On va supposer qu'ils sont premiers entre eux, donc ça c'est fort probable. Et on va chiffrer un message M. Donc on prend M, le même, on le chiffre avec E1 modulo N pour le premier destinataire, avec E2 modulo N pour le second destinataire. Et là, l'attaquant, il voit passer C1, C2, il connaît aussi E1 et E2, c'est des paramètres publics, et il connaît aussi N. À lui de retrouver M. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser l'algorithme de Bézout qu'on a déjà vu ensemble. Bézout, il permet, à partir de E1 et E2, de calculer deux nombres, R et S, tels que RE1 plus SE2 égale 1. D'accord? Donc ça, c'est un algorithme qui est classique, qu'on a déjà vu, c'est au programme du lycée. On peut déterminer, quand le PGCD de deux nombres vaut 1, on peut déterminer deux nombres R et S tels que RE1 plus SE2 égale 1. Si vous avez du mal avec Bézout, j'ai mis un lien sur ma page dans lequel on vous explique comment fonctionne cet algorithme. Donc là, il faut que vous alliez sur krl.net et vous allez trouver comment on réalise ça en pratique. Donc ça, on peut les calculer, ce R et ce S. On peut calculer, puisque là, il est fort probable qu'il y en ait un des deux qui soit négatif. D'accord? Puisqu'on a E1 qui vaut 5 par exemple, E2 qui vaut 3, et bien là, on va être obligé d'avoir 1 fois 5 moins 2 fois 3, ça ferait moins 1. Alors on va prendre moins 1 fois 5 plus 2 fois 3, donc moins 5 plus 6, ça fait 1. Donc on aura R qui vaut moins 1 et S qui vaut 2. Parce que moins 5 plus 2 fois 3, 6, ça fait bien 1. Donc on aura un des deux, soit R, soit S, qui sera négatif. Donc là, par exemple, j'aurai un R négatif dans l'exemple que je prends. Donc je ne sais pas élever un nombre à la puissance moins 5, ou moins 1. Moi, ce que je sais faire, c'est élever un nombre à la puissance, un nombre positif avec le square and multiply. On ne peut pas faire le square and multiply sur un nombre négatif. Donc la première étape, ça va être de calculer l'inverse de ce C1. Donc je fais l'inverse de C1. Donc ça, on l'a vu, hein, avec Euclide étendu aussi, c'est l'exercice 18. Si c'est pas clair dans le poly de TD, il y a l'exercice 18 qui a une correction qui est bien détaillée, qui vous permettra de comprendre comment on fait Euclide étendu. Une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai plus qu'à calculer G puissance moins R. Donc moins R, on a dit qu'il était négatif, donc moins R c'est positif, fois C2 puissance S. Ça me donne quoi? Ça me donne C1 puissance R fois C2 puissance S. C1, c'est M1, pardon, c'est M puissance E1, et C2, c'est M puissance E2. Donc là, je vais avoir M puissance E1 puissance R fois M puissance E2 puissance S. Donc E1R plus E2S, ben on a vu ça, on a déterminé R et S tel que cette valeur fasse 1. Donc là, on a directement M. Donc ça veut dire que l'attaquant, à partir de C1 et C2, il a juste, dans un premier temps, calculé R et S tel que RE1 plus SE2 égale 1. Et ensuite, ben, il a appliqué C1 puissance R fois C2 puissance S et il est retombé sur M. Le petit côté un peu technique, c'est que si, alors c'est pas vraiment si, c'est puisque l'un des deux va être négatif, R ou S, eh bien on doit d'abord calculer C1-1 pour pouvoir ensuite élever avec le square and multiply G à la puissance un nombre positif. Donc ça c'est un exercice qui est aussi dans le poly de TD qu'on va faire par la suite et la correction est assez bien détaillée. Quelles sont les parades? Alors, et les recommandations qu'on peut faire. Bah déjà, on va dire, il ne faut pas utiliser le même n pour tout le monde. Parce que si on chiffre le même message à tous les destinataires, et bien l'attaquant qui regarde les chiffrés peut retrouver le message clair. Donc ça déjà, on ne va pas le faire. On va choisir P et Q assez grands, parce que s'ils ne sont pas assez grands, on peut factoriser facilement. On verra aussi un exercice
que s'ils sont trop proches, P et Q, il y a un algorithme de Fermat qui va permettre de retrouver P et Q très rapidement. Donc il faut les choisir grands tous les deux, mais pas qu'ils soient trop proches. Il faut qu'on les choisisse aussi de manière aléatoire, parce que sinon on peut regarder comment fonctionne le générateur de nombres aléatoires de la machine que utilise l'entreprise qui va produire des clés publiques, et puis chercher le fonctionnement de ce générateur d'aléas, et puis en déduire les valeurs des nombres premiers qu'elle génère. Donc ça, c'est pas bon. On va chercher des nombres P et Q qui soient vraiment aléatoires. Il ne faut pas qu'ils soient générés à partir d'une table où on lise un nombre aléatoire. Attention à l'utilisation de protocoles impliquant RSA. Ne partagez jamais n parmi un groupe d'utilisateurs, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, ce serait une mauvaise utilisation de l'algorithme de chiffrement. Il est conseillé de combler les messages par remplissage d'aléas avant de chiffrer. M doit avoir la même taille que n. Donc si tu as un message petit, tu vas rajouter une valeur aléatoire à la suite, et celui qui va déchiffrer, eh bien, il va négliger la fin du message. On peut choisir une grande valeur pour D, parce que D, l'attaquant, il peut chercher de manière exhaustive à tester tous les D, et élever C1 à la puissance D pour retomber sur M, donc il faut qu'on choisisse une valeur qui soit grande. La sécurité est une chaîne dont la solidité est celle de son maillon le plus faible. Autre famille d'attaques, voire les signatures qu'on verra par la suite, un texte chiffré choisi, impliquant les signatures numériques basées sur le protocole de RSA. Donc ça, on en reparlera un peu plus tard, parce que le fonctionnement de la signature est très proche du fonctionnement du chiffrement pour RSA. On aura juste à inverser les opérations qu'on effectue, c'est-à-dire que pour signer, on élèvera quelque chose à la puissance D, on utilisera notre clé privée, et pour vérifier la signature, on l'élèvera à la puissance E. Donc, quand on arrive à attaquer des schémas de signature, on arrive aussi à attaquer des schémas de chiffrement, et ça, on le verra plus tard. Une autre partie qui est importante, c'est une fois qu'on aura implanté cet algorithme en matériel, eh bien, par exemple, pour le déchiffrement, on élève à la puissance D, eh bien, on fait le square and multiply, et on va se rendre compte que si D a beaucoup de 1, eh bien, ça va être plus long en termes de temps d'exécution. Donc on peut en déduire à partir du temps d'exécution, ou de la consommation de la carte, ou à partir du rayonnement électromagnétique, mais on peut déterminer quelle a été la valeur de D. Parce que quand on fait le square and multiply, le temps d'exécution nous donnera le nombre de 1 à peu près. Parce qu'on sait qu'on a autant de squares que de valeurs en base 2 de la décomposition de D, mais le nombre de multiply, ça correspond au nombre de 1 qui sont manipulés. Donc conclusion, attention selon le niveau de paranoïa et de menace réelle aux algorithmes de haut niveau utilisés à l'implantation matérielle, à la technologie, les portes consommant la même quantité de courant, et les conditions d'utilisation. Il ne faut pas qu'il y ait de rayonnement électromagnétique, par exemple, qui soit dépendant de la valeur du secret qu'on utilise. Donc là, on va faire plusieurs exercices pour que vous compreniez bien les faiblesses de cet algorithme RSA.